Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. En cette 46e édition, j'ai le plaisir de recevoir une personnalité du monde immobilier, secteur un peu stigmatisé par les pouvoirs publics, mais en même temps rêvé par les investisseurs. Je reçois un homme qui s'est fait le chantre de cet actif, un peu un belvédère, une tour de contrôle de cet merveilleux actif, et qui va nous parler de son projet, de son opération, de son histoire. Cette émission se déroule en 3 temps, hommes, projet, structure. On va commencer par les hommes, et vous allez, s'il vous plaît, l'humain, nous expliquer qui porte et vous aide dans votre projet au quotidien. Alors, j'ai l'habitude, et j'espère toujours réussir, à recruter des gens, d'abord que j'aime bien, et ensuite, soit plus intelligents que moi, soit plus compétents que moi. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, puisque je lance Pierre Papier, qui est un site internet, je suis tombé dans le monde du digital qui n'est pas tout à fait ma génération, donc j'ai beaucoup de jeunes. Et on essaye de faire un site qui émerge en apportant un message plus nouveau, plus compréhensible et plus utile pour les particuliers. Vous avez été mathématicien à l'origine, je crois. Vous avez fondé l'Institut d'épargne immobilière et foncière. Qu'est-ce que c'était que cette institution-là? Alors, il se trouve qu'au début des années 80, je m'étais aperçu qu'il y avait un problème dans l'immobilier. En 2 mots. En bourse, vous aviez déjà, et on a toujours, ce qu'on appelle aujourd'hui les OPCVM. C'est-à-dire qu'un particulier, avec un faible montant, peut être dans un grand portefeuille et donc avoir de la diversification, avoir une gestion professionnelle, etc. Et il y avait, mais à l'époque une formule qui dormait complètement, les SCPI, qui en fait font la même chose pour l'immobilier que les OPCVM pour la bourse. C'est-à-dire que dans une SCPI, des milliers d'associés peuvent mettre de l'argent chacun à sa mesure et ensemble, on achète des milliers d'immeubles, il y a une gestion professionnelle, il y a une transparence, etc. Et donc, à ce moment-là, j'ai attiré l'attention d'abord des médias, puis des professionnels sur cette formule. J'ai beaucoup écrit, il y a eu des bouquins, il y a eu des dizaines et des dizaines d'articles. Et peu à peu, on a pris conscience que cette formule pouvait avoir de l'avenir. Et c'est à ce moment-là que les professionnels se sont mis autour de moi pour créer l'IEIF, qui en fait avait comme vocation d'analyser, de faire des statistiques, donc de mettre beaucoup de transparence sur les SCPI, sur les foncières cotées en bourse, sur l'assurance vie immobilière, et aujourd'hui on dirait les OPCI. Et donc cet institut a démarré comme ça, et puis après c'est beaucoup plus s'occuper de faire une vraie économie du marché immobilier, donc d'analyser les courants démographiques, d'analyser les courants d'investissement, etc. Et c'était pour moi une expérience extraordinaire. C'est le mathématicien qui parlait là, en fait. Oui, ou le prédicateur, ou l'évangélisateur. Votre vocation, votre formation était mathématique. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle m'a aidé. Non, si vous voulez, j'avais fait un tronc commun de mathématiques et physique. Et c'est vrai que la formation scientifique habitue à la précision, à la rigueur, etc. Et puis après, j'ai fait des mathématiques comme d'autres font de la musique. Et puis un jour, il a fallu travailler. Est-ce que c'est ça qui vous a aidé pour votre vision un peu prédictive des marchés? Parce que si je crois me souvenir qu'en 1980, vous aviez prévu l'évolution des marchés financiers, vous disiez qu'il y aura 20 ans de croissance, puis vous avez prévu ensuite, dans les années 2000, l'évolution du marché immobilier. D'ailleurs, aujourd'hui, Nostradamus, qu'est-ce que vous verriez aujourd'hui avec les taux de crédit qui sont si bas et les actifs immobiliers qui sont élevés? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Bon, c'est vrai que j'ai une spécialité, mais cette spécialité, vous savez, elle est très inconfortable, intéressante, mais inconfortable, parce que au moment où vous parlez, vous êtes totalement à contretemps et personne ne vous entend, et quand ça s'est produit, plus personne ne se souvient que c'est vous qui l'avez dit. Vous êtes frustré. Bon. C'est mon karma. C'est mon karma. Alors, cela dit, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai quand même quelques approches. Dans ces approches, j'en ai une première qui consiste à ne pas écouter le bruit. Moi, je suis très peu les actualités. Je lis très peu les quotidiens, j'écoute très peu la radio ou la télé. Par contre, je lis les grands auteurs. Je suis persuadé qu'il y a une contagion de l'esprit critique, de l'intelligence, de la finesse d'esprit. Donc, je fréquente les grands auteurs. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on est dans une période très, très compliquée. On voit un ancien monde qui s'écroule et on ne voit pas très bien celui où on va.
Mais il y en a qui ont connu cette période. Vous prenez 3 contemporains qui étaient Paracels, Erasme, Rabelais, ils ont connu cette période. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Et c'est fabuleux de les lire, parce qu'on a un regard différent sur le monde. Bon, ça c'est un peu, je dirais, ma première approche, plutôt fréquenter les grands auteurs. La deuxième, c'est, comme je l'ai dit il y a un instant, d'essayer de m'entourer ou de rencontrer le plus de gens possible, dans tous les milieux, dans tous les lieux. Tant d'économies qui sont plantées sur les marchés, comment vous avez réussi à prévoir une évolution aussi importante je vais vous donner des deux marchés exemples. financiers? Est-ce que pour l'immobilier, par exemple, vous avez, au-delà de la boule de cristal, Nostradamus ou Martus? L'immobilier, je peux vous dire, avec l'un de mes chercheurs associés à l'EIF, dès 2009-2010, on a dit il va y avoir une déferlante mondiale qui va durer 20 ou 30 ans, des grands investisseurs sur les infrastructures et sur l'immobilier. C'était les zinzins? On est dedans. Les infrastructures, c'est-à-dire... Non, c'était les zinzins, les institutionnels investisseurs? Les fonds de pension, les fonds zinzins, souverains, les fameux zinzins. Mais au niveau mondial. Bon. Comment on avait vu ça? Simplement parce que lui, qui est très spécialisé des modèles sur lesquels travaillent les zinzins, s'était aperçu que comme la grande crise de 2008 avait un peu ébranlé la confiance, disons, dans les modèles, et que donc on les avait complétés d'autres ratios. Et ces ratios-là avaient tendance à recentrer infrastructure et immobilier. Bon, ensuite, il se trouve que c'est ma façon de réfléchir. Je me suis dit, d'accord, il y a des gens qui vont changer de comportement, mais ces gars-là, ils représentent combien? Or, la masse d'épargne dans le monde, gérée par ces grands institutionnels, y compris le fonds souverain chinois, y compris le fonds de pension de telle université américaine, etc., c'est 100 000 milliards de dollars. 100 000 milliards de dollars. Donc si vous imaginez ne serait-ce qu'1 ou 2% qui va vers l'immobilier, c'est parti pour longtemps. Donc, la faiblesse des taux aujourd'hui n'est pas pour vous un des facteurs prédominants? Elle fait partie. Mais ce qui est vraiment prédominant, c'est que les institutionnels ont décidé de mettre un peu plus d'immobilier qu'ils avaient. Ils en avaient très peu, en fait. Donc, si vous voulez, il y a toujours une raison. Mais je vais vous faire rire quand même en vous donnant un autre type de prévision que j'ai faite qui a bien marché. Et vous allez comprendre que je n'ai pas vraiment une méthode. J'ai plutôt une façon d'appréhender. Je ne sais plus si c'est en 91 ou 92, le taux de fécondité en France, donc le nombre d'enfants que nous font nos femmes une certaine année, était tombé à 1,6. Et pendant des années après, toutes les projections démographiques françaises se faisaient avec ce 1,6. Et moi, à l'époque, j'ai dit non, c'est pas vrai. Ça va remonter. Effectivement, dans les années suivantes, c'est remonté jusqu'à 2. Aujourd'hui, c'est plutôt 1,9, 1,8, mais c'est bien remonté. Quelle avait été ma méthode? Il se trouve, et je pense que en économie, on doit faire ça, parce que l'économie, c'est dans la vie. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu un grand revirement chez les artistes. C'est-à-dire que jusque-là, nos jeunes artistes, si vous voulez, filles ou femmes, étaient fiers d'être indépendants, d'être libérés, etc. Et là, d'un seul coup, même dans l'officiel de la télé, si vous voulez, racontait qu'elles voulaient avoir un enfant, que, bon, elles ne savaient pas si elles allaient pouvoir s'accrocher à un homme, mais l'enfant, c'était la révélation d'une femme, etc. Et on a eu tout un revirement du monde artistique vers la valeur de l'enfant. Et moi, je me suis dit, bah, ça y est, le taux de fécondité est reparti. Alors, je ne sais pas. J'ai une question et une morale, si vous voulez. La question, c'est, je ne sais pas si les artistes sont un peu comme la girouette en haut du clocher, c'est-à-dire qu'ils sentent le vent avant nous, ou s'ils influencent la direction où nous allons, peut-être les deux. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'en France, parce qu'en France, nous avons une natalité, vous savez, très, très, très supérieure à la moyenne européenne. Ça veut dire, faire un enfant, c'est quand même un acte de confiance dans l'avenir. Et moi, je trouve qu'en France, on est beaucoup plus confiant dans l'avenir qu'on ne se donne le droit de le paraître. Là, j'entends mes téléspectateurs qui me disent, mais attendez, qui prennent des risques maintenant, là. Il n'est pas pusillanime, il n'est pas craintif, qui nous disent ce qui va se passer maintenant avec l'immobilier. Alors, avec l'immobilier, d'abord, il faut savoir une chose. Vous voulez absolument que je parle d'immobilier. Bon. Avec l'immobilier, déjà, il faut savoir que l'immobilier, ça monte et ça descend. Et ça connaît des chocs. Bon. Pour moi, ça n'est pas important. C'est un peu comme la bourse. 2008, la bourse a perdu 50%. N'empêche que si vous avez acheté en 2007 et que vous êtes resté jusqu'à aujourd'hui, vous en tirez bien. Bon.
Donc l'immobilier, on doit le regarder dans le long terme. Alors, je sais que quand je dis ça, nous sommes trahis par nos élites. Moi, je pense que les Français sont formidables, mais que nos élites le sont un peu moins. Bon. Vous parlez là de la stigmatisation. Non, mais imaginez qu'en 70 ans, on a eu, alors je compte même plus, mais je ne sais plus si on est à 46, 47 ou 48 ministres du logement. D'accord. D'accord ? 70 ans, 46, allez, comme ça, comme votre 46e émission. 70 ans, 46 ministres du logement. Mais comment voulez-vous qu'ils travaillent ? D'accord. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a dans le logement une notion de long terme, et on ne peut pas atteindre des résultats en 2-3 jours. Donc, ce long terme-là, je dirais que ce serait important que les politiques le retrouvent, mais c'est important aussi que le particulier le sache. C'est-à-dire que si l'immobilier est une bonne valeur long terme, il faut être prêt à supporter des chocs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut avoir des accidents. Mais pour moi, ce sont des accidents de parcours, si on en a, qui sont de toute façon dans une tendance à la hausse. Pourquoi ? D'abord parce que ce grand phénomène-là, des institutionnels, qui de toute façon sont obligés de déplacer leur argent vers l'immobilier. Même s'ils ne font qu'un petit pourcentage à leur échelle, c'est énorme au niveau des marchés immobiliers. Pourquoi sont-ils obligés ? Parce que leur modèle d'allocation actif leur dirige. Je vous donne un exemple. Il y a ce qu'on appelle techniquement l'asymétrie, L''asymétrie. C'est-à-dire, si on prenait le petit Nicolas de Saint-Pé et Goscinny, si vous voulez, de quel côté tombe la tartine de beurre ? En bourse, les surprises sont toujours du mauvais côté. La bourse, quand il y a une surprise, boum, moins 40, moins 50%. Dans l'immobilier, les surprises, d'abord, sont moins violentes, mais sont tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Donc, quand vous êtes un fonds de pension qui doit tous les ans répondre à ses pensionnés, à ses souscripteurs, à ceux qui vont lui donner de l'argent, votre compte annuel, votre bilan annuel, il est important. Donc, avec l'immobilier, vous prenez moins de risques d'une catastrophe. Et donc, vous allez faire un peu plus d'immobilier pour stabiliser vos actifs. La valeur refuge. Si vous voulez. Comment est-ce que vous expliquez, toujours relativement à cet actif, l'hostilité des pouvoirs publics, l'hostilité de l'exécutif à l'endroit de cet actif ? Alors, j'ai beaucoup écrit sur la question, j'ai beaucoup parlé, et je sais, il faut toujours se répéter. En fait... Excusez-moi. Non, mais vous avez raison, mais je suis très content de le faire ici. Et, au contraire, c'est une nouvelle occasion qui m'est donnée de faire passer ce message tout simple. En fait, nos politiques vivent dans le monde d'hier. Ils n'ont rien compris et ils ne s'intéressent pas au monde d'aujourd'hui. Alors, le monde d'hier, il faut savoir que pendant les 30 Glorieuses, oui, l'immobilier a été nuisible à la France. Il faut le savoir. C'est-à-dire que les 30 Glorieuses, où on a connu une énorme élévation de notre vie, pendant que tous les pays européens investissaient dans leurs entreprises, nous, Français, on a investi dans la pierre. Alors pour différentes raisons, parce qu'on avait besoin de se loger, parce qu'il y avait une croissance de population forte, etc. Mais en 70, par exemple, en France, donc vers la fin des 30 Glorieuses, quand les Français mettaient 7 francs vers les entreprises, ils mettaient 100 francs vers l'immobilier. D'accord. Et l'une des raisons du chômage structurel en France, elle vient de là. Parce qu'on n'a pas assez construit notre tissu d'entreprise. D'accord ? Donc, un économiste ou un politique qui est resté sur cette période, il va dire, mais attention, il ne faut pas investir vers l'immobilier, il faut investir vers les entreprises. Sauf qu'on n'est plus dans le même monde. Aujourd'hui, regardez, ici nous sommes dans des locaux de coworking. Ben, il fallait bien qu'il y ait des gens de l'immobilier qui financent ceci pour que plein de start-up, dont la mienne, puissent s'y installer à moindre frais. Donc il faut accompagner les nouvelles formes de travail, il faut accompagner les nouvelles formes d'entreprise. Donc pour ça, il faut refaire l'immobilier. De même, on doit faire des économies de dépenses de ressources énergétiques, il faut dépenser moins. Donc il faut transformer le parc immobilier. Et puis, on le sait aujourd'hui, ce sont quand même les métropoles. Alors quand je dis métropole, c'est Paris, mais c'est Lyon, mais c'est Berlin, et c'est Milan, etc. Ce sont les métropoles qui tirent l'économie parce que là, il y a le chaudron entre capital, travail et innovation. Bon. Mais ces métropoles, elles ne sont pas adaptées au monde de demain, donc il faut les refaire. Donc aujourd'hui, l'immobilier permet d'entrer dans l'économie,
Donc d'investir dans le réel au service des entreprises, au service des économies d'énergie, au service des nouvelles formes de fonctionnement. Donc aujourd'hui, l'immobilier est vital pour l'économie. On est dans une autre époque. J'aime beaucoup votre façon d'appréhender les choses et j'ai beaucoup aimé également un de vos articles. Comment devenir riche, je crois, c'est ça? Oui. Dans lequel vous remettiez en cause des poncifs sur l'économie et notamment sur l'approche qu'on a appris en économie, revenu moins consommation égale épargne. Et vous dites non, l'épargne, c'est au début. Exactement. Ce que je fais beaucoup, si vous voulez. Et ça fait partie on en parlera tout à l'heure, de ce que fait Pierre Papier. Je pense qu'en France, on a un grand problème, évidemment, tout le monde le dit, il n'y a pas assez de culture économique. En fait, les Français sont très cultivés, sauf qu'il est très difficile de faire le lien entre tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on entend, etc., et le concret. Donc, j'ai l'habitude de prendre les notions économiques, de dire qu'est-ce que ça veut dire en pratique. Or, moi, quand on me dit épargne égale revenu mon consommation, je dis je suis désolé, je ne suis jamais arrivé à la fin du mois en me disant tiens, c'est bizarre, il me reste de l'argent, comment je vais l'épargner? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je sais, c'est que si beaucoup de Français sont propriétaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont acheté à crédit. Donc, au début du mois, il y avait le remboursement du crédit, et après, ils se sont débrouillés. Alors, chacun le fait selon ses moyens, bien sûr, mais ils se sont débrouillés pour dépenser en fonction de ça. Et donc, le seul moyen de s'enrichir, donc par l'épargne, c'est d'épargner avec discipline au début du mois. C'est pour ça que le crédit immobilier est très bien, mais on pourrait aussi bien faire un virement à sa banque quelque part. Mais donc, je prends simplement des idées générales et je dis, voilà, bon, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire discipline. Ça veut dire discipline, mais ça veut dire surtout l'épargne, si on veut la faire, c'est avant la consommation. Donc discipline. Pierre Papier. Alors, Pierre Papier, c'est donc une formule que j'ai lancée et dont j'ai fait la fortune puisqu'elle est rentrée tout le monde en parle, dans tout le monde représente les plus adaptée, la CPI. Voilà, elle était plus adaptée autrefois qu'elle l'est aujourd'hui. Autrefois, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à opérer il y a une trentaine, un peu plus de 30 ans, en fait, il y avait une séparation beaucoup plus forte qu'aujourd'hui entre l'immobilier, la pierre et la finance, le papier. Bon, aujourd'hui, tout ça s'est beaucoup rapproché. Mais l'idée de la pierre-papier, ce sont des placements auxquels peut avoir accès le particulier et qui prennent l'immobilier, mais en lui donnant quelque part les progrès de la finance. Par exemple, la gestion mutualisée, dans laquelle chacun met un petit peu et peut acheter beaucoup, ça a beaucoup d'avantages. Parce que dans l'immobilier, vous voulez mettre, par exemple, 150 000 euros, ou emprunter 150 000 ou 200 000 euros. Vous allez trouver l'appartement ou la maison qui est bien à ce prix-là. C'est pas forcément adapté. Alors qu'avec une SCPI, ou avec une foncière cotée en bourse, ou avec un OPCI, ou avec un OPCVM immobilier, enfin toutes ces formules-là, si vous voulez, de la pierre-papier, vous dire, moi j'ai 150 000 euros, je mets 150 000 euros, je suis dans un grand portefeuille, et en plus là, je peux aller non seulement vers le logement, mais aussi vers un investissement plus moderne, avec les maisons de retraite, avec les crèches, etc. Mutualisation, diversification, financiarisation. Et accès à des marchés différents. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que, vous parlez de marchés différents, nous enregistrons cette émission le 17 avril 2019, oui. Il s'est produit un drame national. Est-ce que la pierre-papier aurait vocation éventuellement à investir dans la pierre sacrée? Je parle de Notre-Dame. C'est une grande question, ça. Je vais vous donner la réponse de Jules Verne. Vous voulez? Alors, j'ai pris un petit coup dans la modestie parce que, donc, au début des années 80, j'avais écrit pas mal de choses pour dire, voilà, la pierre-papier, ça peut restructurer la propriété immobilière en France, ça peut restructurer l'épargne immobilière en France. Et puis un jour, je tombe sur un livre de Jules Verne écrit en 1856, je crois, ou 58, 1800, hein, dans lequel il imagine déjà l'anglais, langue dominante, et puis, alors avec beaucoup de tristesse, hein, lui, il imagine les femmes en pantalon. En plus, il se fâche parce qu'ils ont osé construire un monument au beau milieu de la cour du Louvre. Vous imaginez l'intuition. Et il imagine que la pierre-papier, même si ce n'est pas comme ça qu'il l'appelle, ni qu'il la chosifie à l'époque, a reconstruit et est resté propriétaire de toutes les villes de France pour les adapter à la société différente. C'est beau, non? Absolument. Alors, l'immobilier, ça n'a pas de frontières. Que ce soit de la pierre sacrée, de la pierre patrimoniale, de la pierre ancienne, de la pierre moderne, tout est possible.
hein. Il y a déjà un certain nombre de SCPI ou de placements proches qui ont contribué à refaire des centres-villes en France. Hein. Et on a aujourd'hui certains très beaux centres-villes. Alors, bien sûr, la pierre papier a été minime là-dedans. La loi Malraux, par exemple, il y a des CEPI Malraux. Alors, chacun a eu sa petite contribution, mais globalement, l'investissement vers cet immobilier-là a permis de refaire nos centres-villes. On vient de donner une petite idée aux opérateurs. Je vais vous demander de vous tourner vers cette caméra et nous indiquer quelles sont les valeurs qui portent votre action. Alors, bon, il y en a une première, c'est la créativité, l'esprit critique, la façon de penser un peu différente. Il y en a une deuxième qui est la pédagogie de la clarté. Il y en a une troisième qui est, je dirais, le professionnalisme, dont chaque aspect du métier, que ce soit Internet, référencement, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit émissions, etc. Et puis, alors on en a une, elle vous paraîtra peut-être un peu hors sujet, mais c'est la générosité. On a envie que les gens se portent bien, on a envie que les particuliers, avec leur épargne, réussissent bien, on a envie que les professionnels, finalement, réussissent dans leurs entreprises, etc. Guy Martin, puis-je vous appeler Nostramartus? Bravo.